Un pour partager, je crois. Oui, apparemment, hein. C'est bon, Kevin? Tout bon, ouais. Il faut que je retrouve mon… Ah oui, préciser à chacun que c'est enregistré, hein. Aujourd'hui, on enregistre, hein, pour les gens qui n'ont pas pu participer. Voilà. Hein. Est-ce que ce document apparaît à l'écran? Pour moi, c'est bon. Oui. Ok. Ok, bah écoutez, je vais démarrer. Donc, merci à toutes et à tous. Déjà, je vous souhaite une excellente année 2021. Alors, en espérant que cette année aille un peu mieux que l'année dernière. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas trop et pas mal d'incertitudes, mais on peut espérer que la situation sanitaire s'améliore, notamment sur le deuxième semestre, et puis qu'on puisse retrouver à la fois d'un point de vue personnel une certaine sérénité, et puis que notre économie puisse retrouver également un peu de sérénité. Donc, et puis je vous souhaite à toutes et à tous effectivement pleine réussite dans vos projets, hein, notamment projet d'entreprise. Voilà. Donc je vais vous présenter quelques mesures du dispositif, des dispositifs hein, qui ont été mis en place par la région dans le cadre du plan de relance. Alors vous verrez, il y a des choses précises, puis des choses un peu plus. J'ai un peu élargi aussi, hein, quelques éléments un peu stratégiques du plan de relance, mais je ne resterai pas longtemps. Hein. Relance de la région, il s'inscrit dans différents plans de relance, notamment donc le plan de relance de l'État. Vous connaissez hein, les 100 milliards d'euros que l'État a annoncé l'année dernière pour accompagner la reprise et puis la relance de l'économie française vers différents types de mesures, hein, que ce soit des mesures d'accompagnement sur le chômage partiel que vous connaissez, les mesures d'accompagnement sur les reports de fiscalité fiscale, et puis également les différents fonds que l'État a mis en place, que je cite juste après, pour accompagner notamment les investissements dans les entreprises. Il y a également le plan de relance de l'Europe qu'on attend du côté région Bourgogne-Franche-Comté. Le plan de relance de l'Europe, c'est 116 millions d'euros qui sont injectés de manière complémentaire pour financer notamment le fonds FEDER, qui permet d'accompagner les entreprises sur des instruments d'ingénierie financière, par exemple du prêt rebond BPI, aujourd'hui qui est financé par le FEDER, et puis également financer directement via le FEDER des subventions pour l'investissement des entreprises. Le programme REACT-EU, donc, il va être calé définitivement d'ici mars européenne et ensuite déployé donc, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, une enveloppe de 116 millions d'euros qui est prévue sur ce programme Union européenne. Donc, le plan de relance de la région, donc, qui est doté de 430 millions d'euros, donc, qui a été lancé donc, au mois de novembre 2020. Et donc, dans ces 430 millions d'euros, ça recouvre pas mal de choses. Hein. Ça recouvre bien évidemment toute la partie économie, qui représente de l'ordre de 70-80 millions d'euros. Et puis, le reste, c'est beaucoup de la commande publique, des travaux, des aménagements pour relancer notamment votre filière hein, qui est directement concernée par la commande publique au travers effectivement des travaux d'investissement portés par la région. Donc les dispositifs d'État, donc Philippe Curtelin il reviendra un peu plus tard hein, donc, dans sa présentation, donc je vais faire l'impasse hein, comme ça. Donc ça, alors donc il y a différents dispositifs d'État, donc les fonds thématiques, hein, 4 fonds, fonds résilience, fonds automobile, aéro, fonds, il y a un 4e fonds qui a été créé nucléaire, et puis il y a également donc le fonds tri, hein, donc qui est un fonds doté de 250 millions d'euros, donc qui a permis notamment
d'accompagner 47 projets en région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, un fonds également qui s'appelle Industrie du futur, qui permet de financer de la digitalisation dans les entreprises. IBM également a lancé son plan de relance, 2 milliards d'euros, donc avec un volet économie circulaire, fonds chaleur, et puis un gros volet décarbonation. Alors, il y a une chose très très importante que l'on essaie de mener donc, en lien avec à la fois nos collègues de l'État, Philippe Curtin en premier, et puis les collègues qui gèrent le FEDER ici à la région, plus BPI, qui est notamment qui instruit certains dossiers, notamment sur les appels à projets d'État. On essaie, dans la mesure du possible, d'orienter au mieux possible les entreprises. Parce qu'en fait, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a un plan de relance multiple, État, Europe, région. Et suivant la taille d'entreprise, typologie d'entreprise, caractéristiques du dispositif, certaines entreprises ne rentrent pas dans certains fonds d'État ou ne sont pas éligibles à la région ou ne sont pas éligibles au FEDER. Donc là, il y a un travail qu'on mène depuis quasiment le mois d'août l'année dernière, fin de l'été, pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, réorienter le mieux possible tous les dossiers qui ont été présentés sur une demande d'investissement. Et en fonction effectivement de la typologie du projet, des éléments un peu caractéristiques, essayer de le positionner sur un dispositif le mieux adapté. Donc ça, c'est un travail de coordination que l'on a en fait, pour essayer de trouver la meilleure solution aux entreprises. Donc le plan d'accélération d'investissement régional. Donc là, je parle donc essentiellement de ce qu'a mis en place la région. Donc, pour rappel, la région elle est intervenue en 3 temps dans le cadre de cette crise. Il y a eu tout d'abord le plan d'urgence qui a été voté donc au mois d'avril. Donc la région a tout d'abord accompagné donc le Fonds de solidarité nationale, puisque les régions finançaient une partie de ce fonds, participaient à l'instruction du volet 2. On a mis en place le Fonds de solidarité territoriale, un complément en fait du volet 1 et 2 du Fonds de solidarité. On a arrêté au mois de juin. Et puis, on a mis également en place un plan de relance dans le domaine du tourisme et de l'événementiel, puisque là, on était sur des secteurs qui étaient très fortement impactés. Procéder également à des reports d'avances remboursables. Vous savez qu'on a beaucoup d'outils d'intervention sous forme d'avances remboursables. Donc, on a fait un moratoire de 6 mois pour toutes les entreprises qui avaient un encours d'avances remboursables auprès de la région. Et puis, on a financé donc la V1 du pré-rebond. On a mis 4,5 millions sur le pré-rebond, la première version. Et aujourd'hui, le pré-rebond BPI donc, est un dispositif qui continue qui est pour l'instant pérennisé et qui est, comme je vous disais tout à l'heure, financé par du FEDER. Ensuite, on a mis en place le plan de reprise. C'était plutôt au mois de juin. Donc là, on a mis en place un nouvel outil à rebond. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Il y a eu un gros volet sur l'économie de proximité, donc essentiellement les TPE. Donc, on a mis en place un fonds régional des territoires qui permet d'accompagner notamment les investissements de reprise et de relance sur la cible TPE via les EPCI. C'est vraiment un volet important. Et puis, également dans le cadre du plan de reprise, on a réabondé aussi une ligne qui permet d'accompagner les entreprises sur de l'action collective, une démarche industrie du futur, un enjeu majeur aussi pour les entreprises aujourd'hui en termes de capacité de rebond, de compétitivité qu'aujourd'hui intégrer ces technologies. Et donc, un volet un peu particulier sur ce Industrie du futur, un programme qui est financé par l'État, qui est cofinancé par la région et dont la partie investissement est financée par un dispositif qui s'appelle Investissement. Là, il y a eu le plan de relance, donc c'était au mois d'octobre. Là, je vais vous présenter les grandes lignes du plan de relance. La grande thématique, c'est tout d'abord un sujet qui a été un sujet sur lequel on a qui a beaucoup été évoqué, celle de la crise, la question de la résilience économique de notre industrie notamment, et la question effectivement des relocalisations. Donc on a mis un fonds là que je vous donnerai un peu les détails, qui permet d'accompagner des investissements liés à de la relocalisation. C'est un sujet très, très important. Bien évidemment, il y a la transition énergétique et écologique, qui est un enjeu qui est déjà inscrit dans la stratégie Panda, mais qui est renforcé aujourd'hui dans le cadre de la relance. Il y a une filière sur laquelle on est particulièrement attentif. Ça ne veut pas dire que cette filière-là, bien évidemment, les filières stratégiques, il y en a pas mal dans la région, mais il y en a une qui s'appelle l'hydrogène.
où là, il y a des enjeux à la fois sur la mobilité, sur l'énergie, sur le stationnaire, qui permettent effectivement, avec un écosystème ici en Bourgogne-Franche-Comté et des opérateurs publics et privés qui, dans le domaine de l'hydrogène, sont pas mal avancés. Et donc, l'idée du plan de relance, c'est aussi d'accélérer effectivement les investissements sur cette filière. La question du haut de bilan. Aujourd'hui, on a des structures qui sont des entreprises qui sont fragilisées. Parce qu'effectivement, les mesures effectivement qui ont permis de maintenir la trésorerie dans les entreprises, hein, toutes les mesures de l'État que j'évoquais en préliminaire. Mais aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui commencent à avoir des situations tendues. L'amélioration de la structure financière des entreprises, notamment pour celles qui ont à opérer une étape importante dans leur mutation ou dans leur développement, leur transformation numérique, ont besoin aussi d'avoir des outils de renforcement de fonds propres. Et ensuite, donc, il y a un volet qui est important aussi, c'est l'économie de proximité, qui est très, très touché. Hein, donc, c'est un des secteurs les plus touchés et pour lesquels, effectivement, il y a une attention particulière. Donc, on a créé un nouvel outil qui permet de financer des investissements massifs et ce qui appelle le Fonds de relocalisation et de transition vers une économie décarbonée, donc doté de 20 millions d'euros, et qui permet de financer plusieurs typologies de projets de relocalisation offensive. Bon, bah, ça, c'est des implantations, des réimplantations, ou des nouvelles implantations, ou des activités qui sont remises en œuvre sur le territoire national, soit qui étaient sous-traitées, soit qui étaient via une filiale par une entreprise locale. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces projets-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a ce qu'on appelle les relocations défensives. Sur éviter que nos entreprises partent. Hein. Vous avez vu aussi, à l'actualité, il y avait certaines entreprises qui ont été menacées, qui sont menacées, et puis certaines qui ont malheureusement disparu, donc liées effectivement à des transferts d'activités sur d'autres pays. Et donc, toujours cette menace qui pèse, hein, notamment sur nos industries pour lesquelles effectivement on a mis en place ce dispositif pour essayer effectivement de les accompagner dans des projets de rebond d'investissement pour éviter effectivement qu'elles ne partent. Souvent elles partent parce qu'elles sont plus compétitives, et donc elles ont vraiment un besoin d'investissement, et donc là à ce moment-là on peut intervenir. Ensuite, tous les projets en lien avec la transition écologique et énergétique, donc ça c'est en fonction des projets. Alors bon, il y en a pas mal qui peuvent être positionnés sur les dispositifs de l'ADEME, hein, parce que comme je vous l'ai montré, il y a un gros plan de relance de l'ADEME aussi, hein, et doté avec des sommes significatives. On a également une typologie de projet un peu spécifique qui est liée à la santé, bien évidemment, hein, puisque on a mis une priorité aussi sur ces entreprises qui développent notamment des produits du Covid. Et un dernier point qui a été pris en compte dans le cadre de la relance, c'est la reprise d'entreprises en difficulté. C'est financer des projets de reprise, donc par le biais d'une subvention, j'en parlerai un peu plus tard. Donc les projets hydrogène, bon ça je vais pas m'étendre dessus. Hein. Bon, voilà, c'est 10 millions d'euros qui sont investis dans cette filière, hein, à la fois sur la recherche et puis à la fois sur le développement de projets portés notamment par des entreprises. Et puis bien évidemment, il y a dans l'accompagnement des projets hydrogène aussi l'accompagnement aussi des collectivités publiques, hein. Certaines qui s'engagent sur la mise en place soit de transport urbain, soit de matériel roulant type camion de poubelle, des choses comme ça, qui devraient être alimentés en hydrogène, accompagne également donc ces collectivités dans le cadre de ces démarches. Sur l'économie de proximité, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est donc du financement. Donc, on a mis en place plusieurs types de financement, volet 2 du fonds de solidarité, fonds d'urgence, et puis le pacte territorial avec des été créé, donc un en avance remboursable et le second en subvention déléguée aux EPCI. Ça peut vous concerner parce qu'une partie des entreprises qui relèvent dites de l'économie de proximité, notamment au niveau du second œuvre bâtiment, sont plus concernées par ces outils-là que par les outils PME. Donc le montant et calendrier du plan de relance, donc c'est voilà, hein, donc tous les éléments que j'ai évoqués précédemment. Hein, je n'ai pas tout abordé, hein, les sujets, mais en grande masse, en fait, les différentes thématiques et les financements qui sont
en place. Simplement, si vous vous rappelez que donc la philosophie d'intervention cible des PME, hein, donc vous savez qu'on a outre le niveau dispositif que je vous ai présenté, on a toute une série de dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises, soit sur de la création, transmission, mutation, sur du développement au travers des avances remboursables, notamment pour les investissements, et puis des dispositifs pour les entreprises en difficulté conjoncturelle. Ça, j'y reviendrai après. De tous ces dispositifs, c'est d'avoir un effet levier maximum sur les financements. Lorsqu'on intervient avec des avances remboursables, que ce soit en création, en mutation, en reprise, en transmission, pardon, on demande corrélativement l'équivalent du montant en prêt bancaire et en financement fonds propres, quasi-fonds propres, sur la règle du 1 pour 1 pour 1. Hein, puisqu'effectivement, c'est la vocation de nos interventions. Avoir un effet levier, une intervention de la puissance publique, mais qui doit être corrélée à l'intervention à la fois des actionnaires, actionnaires au travers effectivement des fonds propres, quasi-fonds propres, et des banquiers. Ça, c'est un élément important. Là, donc vous avez dans ce slide, vous avez en fait tous les outils un peu qui permettent d'accompagner les entreprises dans le cadre d'une ce qu'on appelle une approche globale. Hein. Donc, une entreprise, elle a différents stades de vie. Hein. Il y a la création, il y a la transmission, il y a le développement important des entreprises. Il y a les entreprises qui mutent pour des raisons à la fois liées à des marchés qui évoluent, des technologies qui évoluent. Et puis, on a une typologie d'entreprises qui sont les entreprises en pré-difficulté, et là qui rencontrent plutôt effectivement des situations d'ordre conjoncturel pour lesquelles effectivement il existe des outils d'accompagnement. Alors, en fonction de la nature des besoins, on a effectivement des dispositifs qui permettent d'accompagner donc sur à la fois date de consolidation financière. Là, on est plutôt sur du bilan du financement. Donc, on a des outils fonds propres, des outils quasi-fonds propres, des prêts et des garanties. Alors, effectivement, on a en outils fonds propres, on a plusieurs fonds. Il y a un fonds qui s'appelle Création 5. Il y a un fonds qui est géré donc par Unigestion. C'est un fonds d'investissement dans lequel on est partenaire financier. Hein, on finance ce fonds qui permet d'accompagner donc les projets de création. On a également un second fonds qui vient d'être ouvert, un fonds d'investissement doté de 20 millions d'euros, qui s'appelle le fonds DEFI. DEFI, c'est un fonds qui a vocation à investir dans des sociétés en mutation, hein, donc, qui ont des besoins de financement en bilan pour aller vers des stratégies de mutation ou développement important, notamment passage de PME avec des choses. Il y a également des prêts et des garanties. Donc ça, les garanties, il y a deux types, il y a deux outils de garantie. Il y a la garantie BPI, que l'on cofinance de la région, qui est plutôt dédiée à des entreprises en création. Et puis, on a une société de garantie qui s'appelle Bourgogne-Franche-Comté Garantie, hein, donc principale, et qui permet de garantir des prêts pour les PME en développement. Donc ça, c'est Bourgogne-Franche-Comté Garantie. Il y a également donc sur la création les dispositifs prêts d'honneur. Hein, on a donc il y a les réseaux initiatives, hein, bien évidemment, vous connaissez, et puis le réseau entreprendre également, hein, qui permet d'accompagner les entreprises soit en création, soit en mutation, donc sur ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Investissement, donc il y a donc d'accompagner les entreprises sur l'investissement matériel et immatériel. Quand je dis immatériel, notamment, c'est la possibilité d'accompagner des investissements liés, par exemple, à la transition numérique. On peut très bien financer des logiciels, des ERP, des dépenses, des dépenses immatérielles, de l'investissement matériel. Donc là, ça se fait sous forme d'avance portable. Et puis, donc il y a un dispositif immobilier, mais de mémoire, qui n'est pas ouvert au secteur du bâtiment. Parce qu'en fait, souvent, on est sur du mobilier productif. Donc, et puis, on a un troisième outil qui permet de financer des investissements. Cette fois-ci, c'est la performance environnementale. Donc, c'est un outil qui est un peu redondant par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure, hein, par rapport au fonds de relance et de transition.
mais voilà, en tout cas qui existe toujours et qui permet effectivement de financer tout type d'investissement en lien avec la transition énergétique, écologique. Bon, bah, c'est tout à l'heure, tout projet qui contribue à améliorer ces éléments-là. Voilà. Ensuite, sur la recherche et développement, excusez-moi. La recherche et développement, donc on finance ce qu'on appelle le Fonds régional d'innovation. Donc ça, c'est pas géré au niveau du service PME, c'est géré au niveau du service innovation et avec comme organisme instructeur BPI. Donc le Fonds régional d'innovation, bah, ça permet d'accompagner sous forme d'AR de la recherche et développement dans l'entreprise. Ensuite, on a les compétences, on finance des recrutements de cadres sous forme d'avance remboursable, conseil, donc là c'est des aides au conseil hein, lorsque l'entreprise a besoin d'être accompagnée voilà, sur différents sujets, hein, sur du conseil. Et puis on a un autre volet qui est important, hein, qui n'est pas géré chez nous à la direction de l'économie, mais à la direction de la formation, c'est tout ce qui concerne l'emploi et la formation, notamment la formation d'entreprise, avec des aides qui peuvent être apportées donc, par le conseil régional sur ce volet formation. Et puis, donc sur la partie export, on a des outils d'accompagnement à l'export. On a à la fois des outils collectifs hein, qu'on gère avec le commerce et l'industrie, donc sur des programmes collectifs export. Et puis, on a des accompagnements individuels, soit sur du financement de PIE, sur du financement de prospection à l'export. C'est développé sur d'autres marchés à l'étranger. Ce que je vous disais tout à l'heure en préliminaire, je voulais vous présenter les différents outils d'accompagnement du plan de relance, notamment sur la partie pré-difficulté, puisque temps effectivement de faire un petit focus là-dessus, puisque là, nous avons plusieurs outils. Alors, certains existaient déjà, et puis on a mis en place un nouvel outil qui s'appelle l'avance remboursable rebond. Alors, déjà, on a un dispositif qui s'appelle aide au conseil pré-difficulté. Donc, en fait, on passe un marché avec un cabinet conseil. Là, on a renouvelé le marché l'année dernière, donc c'est le cabinet Grande Thornton en fait qui a été retenu donc sur ce marché. Et en fait, dès lors qu'une entreprise rencontre des difficultés conjoncturelles et puis que effectivement il y a nécessité de l'accompagner, risques inhérents et puis des difficultés donc il faut à la fois bien diagnostiquer et puis éventuellement faire des préconisations. Donc on a la possibilité, donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mobiliser donc ces dispositifs d'aide au conseil financés à 100% par la région, hein, puisque c'est un marché public, c'est pas une subvention. C'est-à-dire que c'est une entreprise nous sollicite, on fait un point, déjà un pré-diagnostic, c'est le chargé de mission PME qui fait un pré-diagnostic avec l'entreprise. Et s'il s'avère effectivement que à la fois le dirigeant et qu'il s'avère nécessaire effectivement d'accompagner l'entreprise, ensuite on fait un point avec notre prestataire et à la suite d'un bon de commande, on met en place l'étude en fonction du besoin identifié et puis ça peut aller jusqu'à 12 jours, hein, ça peut aller de 2, 3 à 12 jours en fonction des besoins, bien évidemment. Et puis, voilà, mais sachez que c'est un outil qui existe, qu'on a renforcé en termes d'enveloppe budgétaire pour justement effectivement répondre à peut-être une demande croissante complètement sur de la pré-difficulté. C'est un premier outil. Et ensuite, on a mis en place, c'était courant d'été, donc ce qu'on appelle l'avance remboursable rebond. Ce n'est pas tout à fait le pré-rebond, hein, BPI, c'est différent. C'est de la consolidation de trésorerie, mais c'est la consolidation de trésorerie qui est liée donc à la restructuration de la dette bancaire. En gros, c'est plutôt que parce que souvent, quand on verrait la rémutation après, hein, en fait, on demande une contrepartie à l'entreprise pour la rémutation, c'est-à-dire que la région renforce sa trésorerie, mais à condition qu'il y ait l'équivalent en montant bancaire ou l'équivalent de l'actionnaire. Là, c'est une logique un peu différente. Pour éviter que l'entreprise se rendette à nouveau,
L'idée, c'est au travers de l'accompagnement, c'est d'inciter les banques à restructurer leurs dettes. Voilà. Et donc, en fonction effectivement de l'effort qui est fait par les banques, nous, on intervient donc sur le montant de l'effort consenti par la banque, en termes de report, de transformation de court terme en moyen long terme, des choses comme ça. Et donc, l'autre intérêt de cette avance rebond, donc elle peut aller jusqu'à 200 000 €, donc avec un remboursement sur 7 ans et un différé de 2 ans, comme le prêt rebond PPIB. Donc, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir avoir la capacité de rebondir et puis de retrouver aussi de la trésorerie et de la profitabilité aussi à terme. L'avance remboursable rebond, hein, donc répond parfaitement à la problématique qui vont donc voilà, en termes d'endettement. Hein. On s'attend effectivement, alors même si il y a une bonne nouvelle de la part de l'État, hein, qui a la possibilité de reporter d'un an les PGE, mais voilà, à un moment donné, de toute façon, les entreprises vont se retrouver certaines devant un niveau de dette important, hein, puisqu'il y a les dettes bancaires, mais il y a aussi les dettes fiscales et sociales, hein, puisque, comme vous le savez, l'État a accordé aussi des mesures hein, sur ce volet, ce qui est une bonne chose, mais à un moment donné aussi, il y a des moratoires, il faudra respecter aussi les échéanciers, donc voilà, donc de la dette à rembourser. Voilà, et donc ce que je disais, 2 ans qui laissent l'entreprise de rebondir. Alors ça, c'est le premier, ça c'est un outil qu'on a mis en place l'année dernière. Et puis on avait déjà un outil qui s'appelle l'avance remboursable mutation, donc qui permet de consolider la trésorerie des entreprises dans le cadre d'un plan de redressement. Hein. Quand je dis redressement, c'est pas dans le cadre d'une procédure judiciaire. Hein, c'est bien là, on est bien sur une cible d'entreprise qui est en pré-difficulté. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans des mandats ad hoc, hein, mais pas dans des procédures collectives, puisque là, on n'a plus la main, plus aider. Voilà, donc là, c'est l'avance remboursable mutation jusqu'à 200 000 €. Bon, là, c'est différé d'un an seulement. Et puis, avec une logique d'intervention, c'est 1 € région ou actionnaire, 1 € actionnaire ou banque. Ou banque. Effectivement, l'apport de 25 à 40 % du plan de financement. D'ailleurs, cumulé avec l'air rebond. Là, on a un troisième dispositif alors, qui existait déjà, mais sous forme d'avance remboursable, et donc qui a été transformé en subvention dans le cadre du plan de relance. Ce qu'on appelle la reprise d'entreprise à la barre du tribunal, hein, les entreprises en difficulté donc, qui sont prises à la barre du tribunal. Donc, c'est la possibilité d'accompagner les entreprises en subvention jusqu'à 400 000 €. Donc, désolé, hein, j'ai oublié d'enlever 5 ans et 1 an de différé. C'est une subvention. Donc, il n'y a plus de. Voilà, donc c'est montant jusqu'à 400 000 €. Je corrigerai le PowerPoint, puis je vous le transmettrai avec cette correction. Donc, le montant de la subvention est calculé donc, au regard du montant des fonds propres nouveaux mobilisés pour financer l'opération de reprise. Là, on est sur un équivalent fonds propres réinjectés pour la reprise et puis montant de la subvention de la région, sachant que, bien évidemment, le plan de reprise doit être homologué au tribunal de commerce et il devra entraîner le maintien d'au moins 10 salariés. Donc, au niveau de la région, donc on a un opérateur qui s'appelle l'Agence économique régionale, hein, qui est l'agence économique qui nous accompagne hein, dans la mise en œuvre des politiques de la région. La vocation première de l'agence, c'est faire de la prospection hein, pour attirer des investisseurs en région. Hein, c'est son premier rôle. Hein, à l'origine, elle a été créée pour ça, mais l'agence régionale, elle a d'autres outils d'intervention. Elle intervient également sur l'accompagnement à l'innovation. Elle intervient également au travers de ce qu'on appelle le pôle territorial. Elle accompagne les entreprises sur le terrain, à la fois pour sur les dispositifs de financement. Elle accompagne également les EPCI, hein, parce que de plus en plus des EPCI adhèrent donc, à l'agence régionale. Et donc, dans le cadre de cette crise, on a décidé de mettre un peu l'accent sur justement les difficultés. Et donc, avec le pôle territorial de l'AVER, donc l'équipe PME, c'est essayer à la fois d'identifier à travers un fichier hein, des entreprises à risque à la fois au secteur d'activité ou
à la perte de niveau de perte de chiffre d'affaires, une entreprise qui est fortement exposée à l'export, donc il y a eu des reculs importants en termes de chiffre d'affaires export. Voilà, il y a différents éléments de risque qui est lié à cette pandémie et donc à cette crise sanitaire. Et donc, on a fait un premier travail, c'est d'identifier un fichier à peu près de 400-500 boîtes dans la région, et puis avoir une attention particulière, donc avec des éléments aussi de prospection pour aller de l'avant aussi, hein, pour anticiper aussi des difficultés. Et ça, c'est un travail que l'on mène donc avec nos collègues de l'Agence économique régionale. Et puis, on a des instances de coordination, hein, notamment avec l'État, celui de l'État-région, hein, qui a la charge de suivre les entreprises en difficulté, donc avec les CRP, hein, donc, qui sont en charge peut-être que Philippe Courtenay en dira deux mots tout à l'heure. Et puis, on a également, nous, au niveau de la région, on anime ce qu'on appelle une plateforme d'appui PME, et dans laquelle, effectivement, on se réunit les partenaires financeurs, hein, essentiellement l'État, les pays, la Banque des territoires, l'Agence économique et puis Banque de France. On se réunit régulièrement pour faire un état, un suivi des entreprises en jeu, c'est-à-dire les entreprises en mutation, les entreprises en fort développement, et puis les startups, hein, les startups qui sont sur des modèles économiques qui sont un peu fragiles, donc qui nécessitent aussi un suivi un peu particulier. C'était un peu dense, c'est un peu dense, mais déjà, dans un premier temps, je peux répondre à vos questions, j'imagine que vous en avez, et puis si vous avez besoin d'avoir à la fois des échanges, des éléments de détail, je vous renverrai je vous enverrai la liste en fait des charges d'émission par département, hein, avec leurs coordonnées. Et puis, d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais dû le mettre dans le PowerPoint. Et puis, bien évidemment, vous pouvez par mail, par téléphone, si vous avez des questions, des interrogations ou avoir plus de détails sur un dispositif. Je vous cède la parole. En tout cas, merci de votre écoute. C'est assez clair. Je ne sais pas si… Alors, pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Une question de Stéphane Gazelle, je crois. Oui, vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour. Je vais me présenter pour ceux que je ne connais pas. Bonjour à tous, Stéphane Gazelle, donc dirigeant de l'entreprise Paquet, qui est sur Fontaine-les-Dijon, entreprise générale de bâtiment. Voilà. Également divers mandats à la Fédération du bâtiment. Voilà. Je suis accompagné de deux de mes collaboratrices qu'on ne voit pas. Elles sont timides et se cachent. Moi, j'aurais une question très précise et c'était un peu le but pour nous d'assister à cette présentation. Nous avons un projet de transition numérique, alors qui avait déjà été réfléchi dans le monde d'avant, au début 2020, mais qui s'accélère maintenant beaucoup plus. Alors l'idée, c'est nous avons une activité essentiellement, l'entreprise a 80 salariés, on a 70 personnes qui sont sur les chantiers, ouais, notamment à l'encadrement de chantier. Et aujourd'hui, on manipule encore beaucoup de papier. Ouais. Voilà, donc le projet qu'on a, sur lequel on a pas mal avancé, on va dire au niveau études et chiffrage, et puis maintenant il faut mettre les financements en face, c'est notamment d'équiper l'ensemble de nos personnels, conducteurs de travaux, chefs de chantier, de tablettes, d'avoir tous le même ERP, voilà, qui permettrait notamment de pouvoir consulter des plans, des dossiers de chantier à distance, de faire de la saisie d'heures, enfin de dématérialiser un peu tout ça. Et puis aussi, on ne souhaite pas que ça revienne un jour, mais de pouvoir peut-être travailler à distance si on se retrouve un jour à nouveau confiné. Voilà, on a fait partie, et je le cache pas, hein, on avait pourtant l'impression d'être une entreprise assez moderne, entre guillemets. Quand il y a eu le confinement le 17 mars, on a passé 15 jours à faire de l'achat de matériel, du paramétrage informatique. Je pense qu'on n'a pas été les seuls.
voilà, on est un peu plus préparé maintenant. Bon, voilà. L'idée de ce projet aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir dématérialiser un certain nombre de choses, de faire aussi pas mal d'économies de papier. Je rentre pas dans le détail, mais je vois un certain nombre de collègues là du bâtiment qui sont présents. Quand vous distribuez des plans sur le chantier, vous êtes à l'indice de plan GHIJK, ça veut dire que tout ça c'est du papier. Donc si on peut le consulter en dématérialisé, ce serait pas plus mal. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'était un peu pour présenter le contexte. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous en disiez un petit peu plus si on peut être aidé par une subvention. Et puis, deuxième question, si la réponse est oui, c'est à quelle porte aller frapper. Voilà. Alors, alors, au niveau de la transition numérique, hein, je vous l'ai dit, c'est un enjeu qui est majeur chez nous. Alors, en termes d'outils, il y en a plusieurs. Si Philippe Courtelin nous a rejoint ou pas? Il n'a pas rejoint, hein. Oui, je suis là, moi. Ah, Je pardon, suis là. Philippe, excuse-moi, je ne t'avais pas dit. Ah, Oui, oui. sur le numérique, parce que je sais que peut-être que tu évoqueras le dispositif Industrie du futur. Oui, je vais en parler, et je peux peut-être répondre d'emblée à cette question-là. Alors, attends, je vais Oui. répondre pour la région. Ça marche. Pas excuse-moi, hein, Philippe. Non, pas de souci. Sinon, effectivement, nous, on a un dispositif mais qui est sous forme d'avance remboursable. Donc, on peut vous aider à hauteur de 20% de l'investissement. Donc, une avance remboursable sous 5 ans. Voilà. Et à hauteur de 20% du montant de l'investissement hors taxe. Donc, ça, c'est l'outil région. On est sur l'outil droit commun. Oui. C'est la suite pour moi. Oui, Philippe, ouais. Non, je te laisse rebondir parce que par rapport au dispositif Industrie du futur. Et désolé également pour le retard, j'ai des problèmes de connexion pour rejoindre ce webinaire. Bonjour à tous, donc je suis Philippe Courtelin de la Directe Bourgogne-Franche-Comté, comme surtout notre région. Moi, mon propos, donc, c'est celui de l'État avec des plans, donc je développerai après, mais pour introduire quand même ma présence. Donc, tous les dispositifs de l'État dont je vais parler intéressent les entreprises industrielles. Donc, en concertation avec M. Simon qui a organisé ce webinaire, mon propos concerne l'industrie et il y a parmi les membres de la fédération des entreprises qui fabriquent industriellement pour le bâtiment. Et c'est à ce titre-là que s'adresse mon propos. Donc pour revenir à votre question sur la transition numérique, il y a effectivement un dispositif donc, pour les entreprises industrielles pour aider leurs investissements de ce qu'on appelle l'industrie du futur, y compris la digitalisation. Donc vous avez parlé d'ERP, mais ça ne concerne pas que l'informatique au niveau de la gestion d'une entreprise. Ça concerne également tout ce qui est équipements qui vont se connecter sur un ERP, hein, donc pour pouvoir suivre une production centralisée par une informatique d'entreprise. Je veux parler donc de tout ce qui est numérique, relier les machines de production et aider l'investissement dans ces machines de production, robotique, cobotique, tout ce qui est fabrication dite additive, donc donc des méga imprimantes 3D par exemple. Voilà, les logiciels qui vont avec. Tout ce qui permet de faire des calculs intensifs. Enfin, la liste est assez longue et c'est. Alors moi, j'interviens. Vous voudrez bien m'en excuser sans PowerPoint, mais je donnerai à M. Simon les liens pour aller vers le site pour l'industrie du futur, dans celui dont je parle, mais également tous ceux que je vais aborder tout à l'heure. Donc voilà, pour ce qui est de l'industrie du futur, de la digitalisation ou informatique industrielle, numérisation,
il y a un dispositif pour ça. Pour ce qui est des taux, ça peut aller jusqu'à, alors c'était 40% jusqu'au mois de décembre, c'est tombé à 10% depuis un nouveau décret qui est intervenu fin décembre, vers le 20 décembre, du fait qu'il y a eu énormément de succès et que à ce dispositif, il y a eu plus de 7000 demandes qui sont encore en cours d'instruction par l'ASP, l'Agence de services de paiement. Donc concrètement, voilà. Donc concrètement, le monsieur, il va se renseigner. Voilà. Donc il va. Merci, oui, de ces premières infos. Je pose la question à Ludovic. Simon, je te vois plus à l'écran, Ludo. Tu nous feras parvenir les coordonnées de. C'est là, Ludo, non? Oui, je suis là. Je te vois. Oui, si, ça y est. Ah, tu auras les coordonnées de. Oui. D'intervenants. Et avant de laisser la parole aux autres, j'avais une question complémentaire. Vous nous avez parlé de l'agence économique régionale. Donc, est-ce que c'est une clé d'entrée supplémentaire ou une porte d'entrée supplémentaire ou est-ce que ça vient en complément? Non, ils font pas de financement. Hein. C'est vraiment l'agence. Ils nous appuient nous, la région, à la mise en œuvre de nos politiques. Et non. Moi, de toute façon, je vous laisserai les coordonnées du chargé de mission département, c'est Romain Mazin. Romain Mazin, donc qui s'occupe du 21. Je vous laisserai les coordonnées. Je les laisserai à M. Simon. Hein. Ok. Vous pourrez le contacter si vous avez besoin de renseignements pour les aides que j'ai. D'accord. Romain Mazin, donc qui est à Dijon, et voilà. Donc, ok, merci. Bon. je vous en prie, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Ah oui, il y a une main qui se lève là. Kevin? Oui, c'est bon, la parole est donnée, mais le micro est coupé, je crois. Ah. Ça y est, je suis revenu. Bonjour, Rémi Mertz, Fédération BTP Jura. Si j'ai bien compris, donc nous avons un interlocuteur identifié par département et cet interlocuteur est compétent sur l'ensemble des dispositifs d'aide, c'est-à-dire c'est une entrée unique. Non, on a nous au niveau de la région, hein, donc il y a pour les PME, TI, en grande entreprise, donc on a un interlocuteur par département, donc pour le Jura, c'est Charline Pernet. Et puis, pour les TPE-ESS, parce que bon, il y a une partie aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de vos adhérents qui relèvent non pas des dispositifs PME, mais qui relèvent des dispositifs TPE. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, il y a un interlocuteur au niveau de la région. Sur le Jura, je ne sais plus qui c'est, mais de toute façon, Charline Pernet vous donnera ses coordonnées. Vous avez plus de 2 interlocuteurs, en fait. D'accord, donc on va récupérer un document via Ludo avec l'ensemble des coordonnées des interlocuteurs. Au niveau de la région. Rémi, je diffuserai. Là, je transfère. Okay. Bon, et il n'est toujours pas éventuellement d'actualité de considérer l'équipement de chantier, je pense à l'équipement lourd, hein, des grues, une pelle, etc., comme un investissement matériel de production? Non, alors oui, c'est une très bonne question. Pour l'instant, effectivement, dans les dispositifs qui ont été, nos dispositifs, bon, il y en a qui ont été rajoutés là, pas pendant la crise, mais globalement, tout ce qui est dispositif d'investissement, c'est des choses qui relèvent de démarches des années. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, autant il y a des choses qui ont été mises en place en termes de relance à l'époque. On rappelle qu'il y a eu un plan de relance en Aix-Franche-Comté pour relancer la commande publique, mais sur la partie investissement, il n'y a pas eu encore de volonté. Puis je crois qu'il y a aussi des aspects réglementaires. Mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que ce sont des investissements lourds pour nos entreprises et qui sont des investissements de production par définition. Oui, non, je comprends, oui, tout à fait. Oui. Après, il y a tout le problème du roulant. Le roulant, on ne peut pas le prendre parce que c'est pas. Ça, c'est de la réglementation européenne. On ne peut pas prendre de matériel roulant, hein, que ce soit des gros roulants ou même, vous savez, les petits gerbeurs dans les boîtes. Tous les matériels roulants sont exclus.
Ça, c'est de la réglementation qui. Ok. C'est des choses que voilà, je ferai remonter aussi à tout le monde, d'ailleurs. Merci. Et que vous, Alors, vous pouvez faire remonter aussi voilà, nos élus. alors, deux autres questions. Alors, je vais passer la parole à monsieur ou madame Mercier. Je ne vois pas. Oui, bonjour, monsieur Mercier, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je vais acheter au mois d'avril une machine qui va me faire de la gouttière en aluminium pour de l'habitation. Est-ce que ça rentre dans le process ou pas? Bah là, en fait, vous allez fabriquer le produit que vous allez poser, c'est ça? Oui, Ah oui, oui, ça rentre, oui, oui. ça rentre, d'accord. Ok, Mm. très bien, merci. Alors, on a une autre question de monsieur Rousseau. Oui, bonjour. Je ne sais pas si mon micro était ouvert. Je vous entends. Bonjour. Bonjour. Je suis une entreprise de charpente couverture. Je fabrique de la maison Satur Bois. Et vu l'ampleur du travail qui nous arrive, je souhaite investir dans un robot de taille. Est-ce que je suis éligible à toutes ces aides? Oui, bien sûr. Tout ce qui est construction bois, Oui, excusez-moi, ça fait partie du second œuvre pour nous, en tout cas en bois, dans la filière bois. Donc nous, c'est tout à fait éligible. C'est là, vous d'accord. faites de la production à la fois d'éléments de charpente, de maisons. Là, pour nous, c'est du process industriel. Alors, vers quelle personne au sein du conseil régional je dois m'adresser directement? Vous êtes sur quel département? 21, Côte Un d'Or. Bazin. Je donnerai toutes les coordonnées à M. Simon. C'est Romain Bazin, donc, qui est basé à Dijon. On les Entendu. aura, Je l'appelle. je te les enverrai. Hein, j'enverrai à tous les participants. Ok, parfait. Très bien. Ok. Ouais. Faites Merci. une diffusion très large. Merci. Je suggère peut-être qu'on passe à l'intervention de M. Curtelin, non? S'il n'y a pas pour l'instant d'autres mains qui se lèvent. Oui, de toute façon, je vais rester en ligne, moi, il n'y a pas de souci. Tout le monde est. Juste peut-être, avant de passer au dispositif de l'État, est-ce qu'on a un bilan annuel des entreprises qui reçoivent en fonction des typologies des aides? Ce serait intéressant de voir à quel point notre secteur est utilisateur ou pas, quelles sont les aides qui sont mobilisées par nos entreprises. Oui, alors, il y a des. C'est ça. Oui, en fait, toutes les aides individuelles qui sont octroyées par le Conseil régional, donc validées, donc ce qu'on appelle en commission permanente, les élus. Et donc, en fait, toutes ces décisions, il y a une publicité qui est faite. Et donc, ça, c'est des choses que vous retrouvez en allant sur le site de la région. Vous allez sur le site du Conseil régional, donc dans délibération. Et là, vous trouvez l'ensemble des délibérations qui concernent l'aide aux entreprises. Vous avez la liste. Alors, sans que ce soit nominatif, mais l'idée c'était de voir un petit peu quels sont les sujets sur lesquels les entreprises entre guillemets, ont demandé de manière un peu générale. Vers quelles sont les aides qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien, vers quelle typologie d'entreprise, vers quel secteur. Il y a de l'info qui est produite au-delà d'une info individuelle qui peut au coup est intéressante, mais c'est pas là l'essentiel. Bref, nous on n'a pas, on a oui, ou pour avoir la diffusion d'infos. Non, on n'a pas de, il y a des observatoires économiques. Il y a des observatoires économiques, mais qui sont beaucoup plus généraux. Nous, on n'a pas mis en place d'observatoire par rapport à la typologie des aides accompagnées par la région. C'est pour ça que je vous invite déjà à aller voir sur les délibérations, déjà la liste des boîtes. Et puis après, nous, on a une cible, c'est quand même plus l'industrie, bien évidemment, puisque ce qu'on fait beaucoup, peut-être moins l'année dernière, mais ce qu'on a fait beaucoup en 2019 surtout, c'est de l'investissement.
c'est de l'accompagnement à l'investissement. On fait de la création, on fait de la transmission aussi, hein, et donc du coup, on est beaucoup effectivement sur des entreprises industrielles, hein, alors tout secteur, hein, tout ce qu'on a confronté, hein, beaucoup de secteur automobile, aéro et compagnie, tout ce qui est microtechnique, le secteur de transformation du bois, etc. Voilà, donc c'est quand même, il y a pas mal de secteurs représentés. Et puis, autrement, le reste, c'est typologie. C'est tout ce qui est services. On ne va pas sur les services classiques, on va uniquement sur les services innovants. Donc, tout ce qui est les startups dans le domaine de l'innovation qui développent des services. Alors, le service en lui-même qui n'est pas forcément nouveau, mais qui, de par sa manière dont il est mis en œuvre, a un caractère innovant, à travers une plateforme, des choses comme ça. Mais donc, c'est essentiellement quand même de l'industrie. Et donc, dans les entreprises qu'on accompagne, ben, il y en a quand même qui relèvent effectivement du secteur du bâtiment. Alors, pas toutes, parce qu'effectivement, je parle sur l'investissement matériel, hein, parce qu'effectivement, ce que disait tout à l'heure Philippe Courtenin, nos aides à l'investissement sont centrées sur l'outil de production. Donc, c'est vrai qu'une entreprise qui fait que de la pose, ben voilà, on ne va pas l'aider, quoi. En plus, c'est des véhicules, on ne peut pas les aider. Par contre, une entreprise qui produit ses propres matériaux qu'elle va ensuite installer, ou là, effectivement, elle pourrait être accompagnée donc, sur la partie investissement. Et du coup, on en a moins quand même, c'est vrai. Il y a beaucoup de seconde œuvre. Alors, par contre, toutes les petites entreprises, toutes les TPE dans le second œuvre du bâtiment, elles ne sont plus dans nos dispositifs à nous PME, elles sont dans le dispositif d'autres types d'accompagnement. On passe à M. Courtelin. Oui. Alors, au niveau national, donc, je vais vous présenter un plan qui n'a pas de spécificité liée à la région Bourgogne-Franche-Comté. Hein, c'est des plans qui sont ouverts au niveau national. On a deux types de dispositifs. Une première typologie qui est sectorielle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des aides de la filière automobile et aéronautique, les avions étant cloués au sol pour un certain temps. L'aéronautique s'est mis à plonger alors qu'il était, on peut dire, en plein décollage ces dernières années. Il y a donc une volonté d'éviter, en tout cas de limiter le frein qui peut arriver sur ces filières. Donc, il y a un plan aéronautique et automobile d'une part. Et puis, une troisième filière qui est stratégique en France, qui est celle nucléaire, qui est pas mal représentée en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a Chalon-sur-Saône et au niveau du Creusot des grands acteurs comme Framatome, donc qui vont être concernés, mais il n'y a pas que la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, ce sont des plans sectoriels qui ne vont pas forcément intéresser la Fédération du bâtiment. Et puis, une autre série de filières, à la différence de l'aéronautique, l'automobile et le nucléaire, pour lequel la transformation, enfin l'aide à la restructuration de la filière vise grosso modo un soutien à cette filière. Là, on est sur les filières santé, agroalimentaire, électronique et ce qu'on appelle les intrants essentiels à l'industrie. L'État essaye de développer, comme on a vu pendant la crise, il y avait des problèmes de sourcing, d'approvisionnement, parce qu'il y avait des ruptures du fait du cloisonnement des pays. Donc, d'essayer de développer des filières de fourniture hexagonaux d'éléments. Donc, pareil, donc souveraineté alimentaire, souveraineté par rapport à l'électronique. Et puis, j'en arrive aux intrants dans l'industrie. On trouve les matériaux. Alors, si parmi
la fédération du bâtiment, il peut y avoir certains intrants. Alors là, je ne suis pas spécialiste de ce que ça pourrait représenter pour votre profession, mais des industriels qui produisent des matériaux dont on dépendait jusque-là de l'étranger, voire même du lointain international, ça peut concerner ce genre d'activité. Donc, en gros, un producteur de ces matériaux entrant dans le bâtiment qui sont achetés à grands frais et avec des délais ou des difficultés d'approvisionnement jusqu'à maintenant, sont visés par ce dispositif. Pour ça, ça concerne les projets d'investissement, de relocalisation d'unités de production dans ces filières. Donc, ça vise la diminution du degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs hors de France. Ce sont des projets qui doivent être quand même assez conséquents puisque c'est d'un minimum de 1 million d'euros. Donc là, le dispositif s'appelle « Soutien à l'investissement et à la modernisation de l'industrie ». Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, pour tout ce que je vais dire, je ferai une énumération dans un récap que j'enverrai à M. Simon, qui, bien sûr, si je lui ai compris, vous le transmettra ensuite. Donc, ça, c'est le premier dispositif. Donc, je résume en 3 mots. Les intrants essentiels de l'industrie. Je cerne les matériaux, puisque vous êtes dans une profession qui exploite ou produit des matériaux. Et ce sont des projets d'investissement, de relocalisation pour un minimum d'1 million d'euros. Un deuxième dispositif, c'est le volet territorial. Donc ça s'appelle soutien pour les investissements industriels dans les territoires. Et là, on est sur des investissements de 200 000 euros minimum qui n'ont pas alors on est toujours dans l'industrie, hein. Encore une fois, c'est pas pour des professionnels de second œuvre qui utilisent les matériaux, c'est pour de la production industrielle. Donc les projets sont examinés plus au niveau régional. D'ailleurs, Pierre, qui assiste à ce webinaire, participe à la réflexion qui permet d'accorder des aides aux entreprises qui en font la demande. Donc là, on est sur des dispositifs, sur des investissements de production pour des entreprises PME ou enfin de toute taille en fait, qui pourraient avoir des projets de développement très prochains. C'est pas pour des projets qui démarreraient de façon lointaine. Projet de 200 000 euros minimum, comme je viens de le dire. Donc ça, c'est plus à la portée d'une PME classique. Ce dispositif, il a déjà été pratiqué pendant l'année 2000, pendant le dernier quadrimestre 2020. Il a permis d'accorder, de capter 25 millions sur 150. La Bourgogne-Franche-Comté a été particulièrement performante dans la captation, je dirais, des fonds nationaux. Mais pour 2021, on n'est pas sûr d'avoir autant de possibilités puisque les fonds de 2021 ont déjà été mobilisés en partie cette fin d'année 2020 et on devrait avoir quand même un petit peu d'argent, mais c'est certainement moins que les 20 millions ou 25 millions dont je parlais. Jusque-là, voilà, j'étais un petit peu rapide, j'ai été synthétique. Je ne sais pas si ça suscite pour ces deux dispositifs que je viens de présenter des questions. Parce qu'après, il me restait je pense que je l'ai déjà abordé, l'aspect industrie du futur,
en répondant à la question de tout à l'heure, c'est le dispositif donc Industrie du futur pour l'aide à la digitalisation d'une part, ou la mécanisation numérique, mécanisation numérique des entreprises, la robotisation, fabrication additive, par exemple. Ça, c'est le dispositif de l'ASP. Je suis là pour répondre à vos questions. Je n'entends pas, pas de précipitation. Ne parlez pas tous en même temps. Le problème, c'est un peu la porte d'entrée quoi, pour les différents dispositifs. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est pas forcément clair quoi, à qui on s'adresse selon Alors, voilà. Oui, d'accord. Pour les portes d'entrée, encore une fois, M. Simon, je vais vous passer les liens. Ce sont des demandes qui se font par Internet. Alors, le premier dispositif dont j'ai parlé, qui était sur les intrants, sur lequel je voyais la question des intrants matériaux, enfin les intrants dans l'industrie, et qui s'appelle Résilience dans l'industrie. La plateforme, c'est une plateforme de BPI France. Voilà. Sur le volet régional, c'est également une plateforme qui est gérée par BPI France, qui est différente, pour laquelle je donnerai le lien. Donc, pour tous ces appels à projets du plan de relance, l'État a défini des opérateurs. Donc, c'est pratiquement BPI France pour les deux premiers dont je parlais, et c'est l'ASP pour Industrie du futur. Et à chaque fois, c'est des liens spécifiques. Et tout se fait par Internet. Votre image s'est figée, Monsieur Simon. Je ne sais pas si vous êtes en ligne. J'ai une question concernant les dossiers ASP, Industrie du futur. Là, on a quelques entreprises, enfin, j'en ai en tête 2 ou 3 qui ont fait des dossiers, et on a l'impression quand même qu'une fois qu'on a déposé sur la plateforme, on n'a pas tellement de retours sur le suivi. C'est compliqué de savoir à quel stade, où en est le dossier, dans quel délai on aura une réponse. C'est difficile d'avoir de la visibilité pour l'entreprise. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que... Alors, vu de notre côté, on a le même constat, donc je ne sais pas si c'est rassurant. Non, pas vraiment. Par contre, on a des... bien sûr, dans le canal de l'État, on a quand même des façons de... non pas d'avoir des liens directs, mais des liens par intermédiaire, par Paris, par nos collègues de Paris qui sont à Bercy. En fait, comme pour tous les opérateurs, ce sont des interlocuteurs nationaux, donc ils n'ont pas de plateforme pour répondre à toutes les sollicitations des entreprises. Concernant l'ASP, ce qu'on sait, c'est que, comme je viens de le dire, ils croulent sous les demandes. Il y a eu c'est le grand succès dont je parlais, et ils ont un certain retard parce qu'ils nous adressent toujours via nos collègues de Bercy la liste des entreprises qui ont déposé une candidature. Et on observe un décalage entre les entreprises qui nous disent j'ai déposé et cette liste qui est mise à jour. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont en train de ramer pour se mettre à flot. Donc ça, c'est pour déjà lister les demandes. Pour l'instruction des demandes, ça progresse également avec aussi, c'est la suite de l'entonnoir. On observe un début de réponse pour dire voilà, potentiellement telle entreprise pourrait obtenir tel montant d'aide, mais ça n'exprime pas une décision. Donc on attend encore la phase d'après pour dire voilà le résultat pour telle et telle entreprise. En tout cas, on n'a pas de réponse directe, donc pas plus nous que vous.
nous avons une réponse des réponses pour chaque entreprise. Donc ça prend un certain temps du fait, je pense, de cette masse de dossiers à traiter. Voilà, on estime à peut-être encore 2 mois pour résorber le stock. C'est une appréciation, c'est une intuition qu'on n'a pas d'affirmation là-dessus, on n'a pas d'engagement encore moins sur le fait que ça puisse être résorbé d'ici là, avant 2 mois. Et c'est pas un problème si l'entreprise engage son investissement avant d'avoir eu le feu vert éventuel pour quand même obtenir l'aide? Alors je pense que comme pour toutes les aides, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle il faut être très rigoureux, c'est de ne pas déclencher les investissements, pas de commande par exemple, de machines, avant d'avoir l'accusé de réception de la demande. Normalement, vous devriez, j'espère que ça suit, en tout cas, moi, les entreprises qui me sollicitent me disent j'ai bien l'accusé de réception. Dès lors que vous avez l'accusé de réception de la demande en date due, ce date due, c'est la date de démarrage du dossier. Et à partir du lendemain, vous pouvez faire passer commande. D'accord, merci, c'est important ça, effectivement. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Autre question? Et là, je sais pas. Oui, on a bien le son. Plus d'eau. Allez ou pas? Plus d'autres questions? Bon. Surtout important pour nous, c'est effectivement d'avoir les noms, les interlocuteurs, d'avoir reclarifié un petit peu les dispositions. Ce qui nous semblait en tout cas essentiel. Je crois qu'il y a une main qui s'est levée là. Oui, il faudra juste activer votre. Oui, il y a une main qui s'est levée, Thierry Douvre, Fédération du bâtiment de l'Anière. Et puis, moi j'ai une question toute simple par rapport à la vigilance de la région concernant les prêts où effectivement, où ce sont les banques qui doivent en priorité, je dirais, se prononcer sur un accord pour qu'ensuite l'accompagnement du conseil régional soit possible. Alors là, il faut être très très vigilant parce que les banques en général font le contraire. Même si elles ont l'obligation de donner leur accord avant, je l'ai vu lorsque j'ai moi-même transmis mon entreprise et où le repreneur en définitive, la banque, et j'ai assisté d'ailleurs à des discussions et je les ai un peu secoués, c'est le cas de le dire, mais bien secoués, parce que en fin de compte, ils attendaient purement et simplement la subvention remboursable du conseil régional. Prendre leur décision. C'était pas du tout la seule subvention. Que les banques en général, il faut y prêter une grande attention et bien leur faire passer le message. Au niveau du conseil régional, c'est quand même important, mais il faut surtout que ça redescende. Vous savez que ça redescende en province. Hein, on part de la capitale, mais il faut que ça redescende en province parce que c'est là où souvent les problèmes se posent. Voilà. Donc c'est la seule réflexion que j'avais à faire parce que sinon je trouve que tout ce qui est mis en place, c'est bon. Effectivement, il y a le Covid et puis ça c'est une chose qui effectivement personne n'attendait, mais je trouve que ce soit le conseil régional, bon l'État bien entendu et l'Europe, bon c'est quand même, on peut pas dire qu'aujourd'hui tout n'est pas mis en œuvre pour effectivement sauver des entreprises, les accompagner, y compris lorsqu'elles sont en difficulté. Bien évidemment, il ne faut pas attendre le dernier moment pour frapper à la porte et donc demander de l'aide. Je suis moi-même le nouveau président de l'Initiative Nièvre au niveau de
des prêts d'honneur. Donc, on a déjà eu des visios également avec la BPI concernant effectivement nos capacités aussi que l'on aura d'intervention à ce niveau-là. Donc, je trouve qu'il faut qu'au niveau de nos fédérations, effectivement, on fasse nous également une grosse information auprès de nos adhérents parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas encore, enfin ne savent pas ou ne s'intéressent pas toujours aux dispositifs qui sont mis en œuvre, notamment en termes d'investissement, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'investissement productif, hein, quand il s'agit d'investissements productifs qui ont également, qui ont aussi pour but la sécurité des personnels, quand il s'agit d'ateliers de menuiserie, vous savez, avec tout ce qui est aspiration maintenant. Ça, il y a aussi pas mal de nos entreprises qui ne connaissent pas tous les dispositifs mis en place avec le conseil régional. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse de la com là-dessus. C'est important pour qu'on puisse se saisir de ces dispositifs. Voilà, alors une aparté, donc j'ai envoyé à M. Simon, à la fois, on a un document, là, le guide des aides, je vous enverrai le PowerPoint là, quand j'aurai corrigé. J'ai envoyé le guide des aides, puis j'ai mis donc les coordonnées, il y a les coordonnées des collègues donc, à l'avant-dernière page. Donc ça, c'est une chose. Ça, vous pouvez le diffuser largement. De toute façon, il est sur Internet, il est diffusable. Et par rapport aux banques, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il y a une logique d'intervention, c'est qu'à un moment donné, la prise de risque doit être partagée. Elle doit être partagée entre l'actionnaire et puis la collectivité publique et puis la banque, quoi, parce que c'est aussi le rôle des banques aussi d'accompagner l'économie. Après, une banque, effectivement, elle a aussi elle a des ratios prudentiels. Voilà, elle ne peut pas non plus accompagner voilà, des projets trop risqués. Mais ceci dit, c'est pour ça, effectivement, que nous, le fait, effectivement, de partager le risque, déjà, ça les rassure aussi, hein, qu'on aille des fois sur des projets. Et puis, mais c'est pour ça aussi qu'on a mis en place des systèmes de garantie. J'en parlais tout à l'heure. C'est aussi un moyen pour la banque aussi de réduire son risque, notamment sur un projet en création, c'est pas évident. Parce qu'effectivement, il y a toujours un aléa, c'est fragile une boîte en création. Le modèle économique n'est pas stabilisé, il faut, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a des fonds de garantie. Le fonds de garantie BPI, le fonds de garantie Bourgogne-Franche-Comté garantie. Ça, c'est important aussi. Alors, c'est vrai nous, on essaie de diffuser l'info un maximum auprès des réseaux bancaires, parce qu'on a quand même des contacts hein, dans des instances un peu régionales où on rencontre les banques à la fois ce qu'ils appellent la place financière, mais aussi dans les outils qu'on a en commun. Par exemple, les fonds d'investissement, il y a les banques dedans. Hein. Moi, je parlais des fonds d'investissement création, défis. Il y a la région, il y a eu gestion, mais il y a aussi les banques. Donc, on les rencontre aussi dans ces instances-là, quand il y a des comités d'engagement. Voilà. Et donc, c'est un message qu'on leur fait passer. Mais voilà, il faut effectivement qu'il y ait un moment, c'est aussi à chacun de prendre sa part de risque. Et donc, voilà, en plus avec les PGE, bon, ils sont bien couverts pour l'instant. Ouais, très bien. C'est quand même, c'est presque de l'argent public là. Mais bon, et c'est ce qui est bien. Hein. C'est un effort conséquent de l'État effectivement là-dessus. Quoi. Mais ouais. Non, mais c'est important ce que vous dites, hein, la question. Je pense que la. Et je vous entends pas. D'être extrêmement vigilant par rapport, je vous dis, à la. Pardon. Oui, je vous entends. Vous m'entendez là? Très bien, oui. Ouais. J'insiste, mais ce n'est pas lourdement. Hein. C'est tout simplement parce que je connais bien le mode de fonctionnement des banques, parce que j'y ai travaillé il y a de nombreuses années, et je l'ai quitté en fait pour ça. Vous voyez, j'ai préféré devenir entrepreneur que de rester dans une banque. Donc je connais bien le fonctionnement des banques à ce niveau-là et l'appréciation du risque. Et je pense qu'effectivement, l'État, la région, fait effectivement sa part de boulot en termes de garantie. Les PGE, c'est une chose, mais ils sont tous en train de se poser la question de comment feront les entreprises pour rembourser. Déjà, ils ont une réponse parce que déjà la BPI va prendre le relais sur une dizaine d'années pour la reprise de ces PGE. Ça, je pense que vous êtes au courant. Donc, mais eux, visiblement, ne sont pas encore tout à fait au courant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on fasse comprendre, et il faut que les gens comme vous, au niveau du conseil régional, qui avaient des responsabilités importantes, fassent bien comprendre aux banques, justement, qu'on est dans une zone de turbulence et qu'il faut vraiment qu'elles prennent leur part de risque. Alors, il y a effectivement, j'ai déjà entendu les directions générales, et je peux les nommer, hein,
j'ai entendu la direction générale, par exemple, il y a maintenant 2 ans, parce que l'année dernière, ça vient passer, du groupe Banque Populaire, qui a expliqué au cours d'une assemblée publique qu'effectivement, une banque était là aussi pour prendre sa part de risque et qu'on ne pouvait pas impunément en fait, refuser des financements sous prétexte de ceci ou cela, et qu'il était normal qu'effectivement, il y ait une part de risque et de perte qu'il fallait que les banques sachent assumer sur un pourcentage de leur activité. J'ai entendu la même chose sur une autre assemblée générale, c'était celle du directeur général de Crédit Agricole Centre-Loire. Alors donc, effectivement, dont acte. Alors moi, quand j'entends évidemment ce genre de discours public, je me plais à le rappeler au directeur d'agence. C'est un plaisir, bien sûr, de leur rappeler le discours de leur direction générale. Mais c'est très compliqué, hein. C'est très, très compliqué. Donc aujourd'hui, effectivement, les entreprises ont vraiment besoin, quand elles montent leur dossier et quand c'est présenté au niveau d'une banque, ben, je pense qu'on a besoin de vraiment les accompagner pour que les banques prennent leur part de risque dans cette période de turbulence qui est valable pour tout le monde, hein. Voilà. Pour votre message et puis votre intervention. Merci. Bien, bah, si on est au bout des questions, ce que je propose, c'est d'envoyer les liens. Alors, j'ai reçu votre mail, hein, Monsieur Turuani. Donc, je vais pouvoir le diffuser aux participants. Les éléments de Monsieur Curtelin, hein, de la même façon, je transférerai aux inscrits, hein, à cette Vous aurez tout dans une demi-heure, Monsieur Simon. Merci beaucoup. Quand je dis une demi-heure, c'est un délai maxi. On tolérera même 45 minutes. Écoutez, excusez-moi, Monsieur Simon, je me permets, je sais pas, voilà, j'ai eu quelques éléments de propos de contexte au départ. Au niveau de votre filière aujourd'hui, vous en êtes où en termes d'activité? Je sais qu'effectivement, là, le confinement va amener encore de la confusion, des difficultés donc, dans vos professions, mais globalement, le secteur du bâtiment, il a bien rebondi. bah écoutez, là, il y a un président de fédé départementale là, qui est là, qui est celui de la Nièvre, donc, qui a une bonne vision. Non, mais oui. Entendu des données un peu macro hein, au niveau national. Quoi, globalement, ce qui ressort, parce qu'on a interrogé les 8 départements chez nous, les 8 fédés départementales, ce qui ressort, c'est que l'activité est relativement bonne actuellement, hein, avec toutefois des incertitudes sur la suite de l'année 2021, des inquiétudes sur la commande publique aussi, hein, parce qu'il y a un manque de visibilité sur la commande publique. Pas tant de difficultés financières que ça, finalement, d'entreprises en difficulté à ce jour. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'enquête qu'on a menée auprès des 8 fédés départementales. Voilà, si Rémi Mertz, là, du Jura, veut compléter aussi au niveau de son département. Rémi, si tu veux dire quelque chose. Ça y est, on m'a redonné la voix. Non, juste, je corrobore ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, l'année 2020 se solde voilà, par une année qui sera surtout effectivement un peu dégradée, mais pas. Puis une année 2020 qui se présente pas trop mal non plus. Alors, un manque de visibilité, on a du mal de voir la déclinaison opérationnelle des plans de relance, mais on a une clientèle de particuliers qui reste plutôt dynamique, et ça, c'est un bon point. Et puis une clientèle d'investisseurs privés qui tout autant maintient des projets. En tout cas, là, je parle. Donc, on a des inquiétudes, mais tout comme vous, sur un reconfinement général et l'incidence que ça peut avoir, et puis sur une recrudescence forte du Covid et dans nos entreprises, des problèmes de cas contact, d'absence de production par définition. De production, ouais, tout à fait.
Non, bah, c'est vrai que les entreprises qui étaient plutôt en mauvaise santé avant le Covid, elles restent en mauvaise santé. Et puis celles qui étaient plutôt en bonne forme au départ restent dans un état correct, hein. Au niveau Voilà. des approvisionnements en matériaux, tout ça, vous n'avez pas eu de difficultés majeures? Non, par contre, on a une grosse inquiétude du moment, c'est l'envolée des prix des aciers. C'est un vrai souci. On a des aciers qui sont en train d'exploser avec des hausses de 10, 15, 20%, c'est énorme. C'est pas toujours évident à répercuter pour nos entreprises, ce sera même très difficile. Donc ça, c'est une vraie inquiétude pour la rentabilité à venir. Je dis acier, mais à mon avis, il va y avoir d'autres tensions sur des matières premières. Et c'est vrai que là, on ne sait pas trop où on va, quoi. C'est un point de vigilance. Et au niveau des EPCI et des agglos, ça a repris les investissements ou pas, non? Timidement, timidement, elles se sont mises en place récemment. Récent. Exactement, donc c'est vrai qu'on leur donne. Et les plans stratégiques ne sont pas encore mis en œuvre, quoi. Ouais. Et on espère juste qu'il y en ait des plans stratégiques, voilà, pour qu'il y ait des projets derrière. Bon, on a le conseil départemental nous, du Jura qui a fait un mini plan de relance en septembre, qui a bien aidé un certain nombre de communes. Des petits projets, hein, puisqu'on était sous la barre des 100 000 pour que ce soit mis en place rapidement. Mais c'est vrai que les projets un peu structurants en termes d'équipement, etc., pour le moment, on ne les voit pas arriver, quoi, hein. On attend. On va faire le tour, nous ça fait partie de notre job de fédération, on prend notre bateau le pèlerin, on va voir l'ensemble des représentants des collectivités et puis on va les inciter, puis on va faire le tour aussi de ce qu'ils ont dans leur tiroir. Mais Monsieur Turuani, on a une cellule économique de la construction qui sort des statistiques assez intéressantes qu'on peut vous envoyer. Il y a une note de conjoncture, notamment trimestrielle, qui est très intéressante. Donc, c'est des éléments qu'on peut vous transférer. Je suis preneur. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, Ludovic, vous m'entendez? Bien sûr. Bien sûr. Oui, si je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Rémi, effectivement, on aura toujours une forme d'inquiétude dans le bâtiment. C'est assez légitime et assez récurrent, hein, parce que le problème, c'est qu'on peine effectivement à avoir de la visibilité de la part de l'ensemble des collectivités. Bon, le conseil régional a son plan de relance. Je pense que le conseil régional va être extrêmement réactif et plus réactif que les autres. Mais en termes de, je pense, si je prends uniquement notre petit département de la Nièvre, bon, effectivement, on a l'absence de projet de certaines communautés de communes, hein, tout simplement parce que, effectivement, les gens ne sont pas toujours au fait de la vision économique de leur territoire et à quoi peuvent bien servir certains investissements. Et puis, il y en a d'autres, si on prend l'agglo Nevers agglomération, où c'est complètement différent, où on a un président d'agglo qui est Denis Thuriot, je pense que vous devez le connaître, ou de moins en avoir entendu parler. C'est quelqu'un qui est avant-gardiste sur ce plan-là et qui a déjà beaucoup investi et il y a d'autres projets puisqu'il vient d'être réélu. Donc effectivement, le démarrage, puisque on a eu cette nouvelle installation en définitive, hein, dans les communautés de communes, qui est quand même assez récente, ou dans les agglos, donc il faut leur laisser le temps de digérer, mais je veux dire, ce qui est important, c'est au moins d'avoir été aussi avant-gardiste pour aller chercher les fonds qui vont accompagner ces investissements. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a un effet quand même relativement long entre le projet que vous avez dans votre carton, aller chercher le financement ou des subventions auprès de l'État, l'accompagnement de la région et ainsi de suite. Je veux dire, c'est très long. Si vous n'êtes pas, je dirais, dans le coup au départ, si vous n'êtes pas entrepreneur quand vous êtes élu, ben, ce n'est pas possible. Vous allez mettre 3 ans à démarrer quelque chose. Alors évidemment, c'est ce qui n'est pas normal. Donc ça fait partie, et là, de l'éducation, je dirais, que devrait recevoir une éducation économique, je dirais, hein, de la part d'un certain nombre d'élus qui découvrent pour certains, en fait, des fois, ce qu'est une collectivité et le rôle que joue la collectivité. La collectivité, c'est pas du fonctionnement. C'est pas ça, la collectivité. Le fer de lance de la collectivité, c'est l'investissement. C'est sa présence importante, c'est l'investissement sur le territoire qui permettra de développer l'emploi, fixer l'apprentissage et la formation professionnelle continue. Et c'est ce qui va créer de la valeur ajoutée. Mais ça, dans l'esprit de beaucoup d'élus, c'est pas présent. Ils sont très loin de tout ça. Très, très loin de tout ça.
Donc, je veux dire, c'est important d'avoir justement des dynamiques à partir d'un conseil régional qui permet aussi d'aiguillonner effectivement un peu les collectivités pour leur dire, voilà, nous, on est là, on est prêts à vous accompagner, mais mettez vos projets sur la table, réfléchissez rapidement. Je veux dire, c'est tout. Et on a aussi, et c'est aussi un frein dans notre activité du BTP, c'est un frein quand on est sur des petites collectivités. Et là, c'est là où je rejoins Rémi, dans l'inquiétude, puisqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision stratégique. Voilà. Merci. J'avais juste une question donc pour l'État, même au niveau régional. Je réagis par rapport à M. Merz qui disait qu'il y avait une augmentation très forte sur le prix des aciers. Ça intéresse à la filière, bien sûr, métallurgique et sidérurgique dans la région, puisqu'on a quand même une présence de ces métiers-là. Vous observez, j'imagine, l'augmentation des prix auprès de vos vendeurs, mais est-ce que vous avez une idée de l'explication de cette hausse conjoncturelle? Vous faites que l'observer et puis on l'observe, on voit bien qu'il y a des tensions qui s'exercent sur la demande. Hein. Visiblement, il y a les pays d'Asie qui restent plutôt dynamiques. C'est pas l'Europe qui est dynamique aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas. Alors après, il n'y a pas 50 non plus fabricants aujourd'hui, producteurs, si je puis dire, de métaux dans le monde. Hein. Pas faire de procès d'intention, mais des tensions comme ça sur les polyanes à un moment donné. En tout cas, quelque part, il doit y avoir une demande importante ou un goulot d'étranglement qui est réalisé. Toujours est-il que les prix s'élèvent. Okay. Non, mais il doit y avoir une baisse de production mondiale, hein, je pense. Avec les... Ouais. Peut-être. Sur le marché, et puis l'Asie qui reste dynamique. Comme il y a il y a des grosses tensions sur les composants électroniques aussi en ce moment. Hein. Il y a un tas de fabricants même d'automobiles qui n'arrivent plus à sortir de voitures parce que on manque de puces tout simplement. Quoi. On manque de puces. C'est intéressant d'avoir votre retour. C'est vrai que cette crise économique liée à la crise sanitaire perturbe certainement le jeu de l'offre et de la demande au niveau mondial, quoi. Et l'acier en fait partie. Et quand vous dites acier, c'est les armatures ou c'est d'autres choses encore? Armature, c'est la charpente, c'est l'acier de base, quoi. Oui, d'accord. Vous m'entendez, non? Oui. Oui, je rebondis là sur les augmentations de matières premières, également le cuivre, hein, et augmentation sur le cuivre. Et quand on parle des aciers, on parle aussi de tout ce qui est tuyauterie, hein, dans les lots techniques. Hein. J'ai eu une réunion ce matin avec des gens qui sont dans les estimations financières. Ils ont du mal aujourd'hui à estimer. Et les répercussions sur simplement les indices de révision des prix ne compenseront pas du tout les augmentations qu'on va subir là. Hein. Bon, effectivement, Rémi, hein, on parle de 25% sur certains produits. La plasturgie, c'est pareil. Aujourd'hui, vous commandez un PC portable chez HP, vous avez 4, 5, 6 semaines de délai. Donc tout est retardé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et je pense qu'il y a même des stocks qui ont été épurés dans certaines usines. Hein. Donc on risque d'avoir des augmentations relativement énorme dans le BTP. Je ne sais pas au niveau du ciment et des cimentiers, je ne sais pas où c'est que ça en est. Je n'ai pas croisé mes collègues DTP ou Bonnefoy, hein, mais j'ai peur que ça soit pareil, quoi. Ouais. De M. Rousseau, je crois. Oui, moi je voulais ajouter, il n'y a pas que le secteur. Vous m'entendez, excusez-moi? Oui. C'est très bien. Je disais, vous parlez énormément du secteur métal, mais moi je suis dans le bois et je peux vous dire que toutes les hausses de bois sont de plus de 10%. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Douglas en Bourgogne. On ne peut plus avoir un morceau de Douglas en Bourgogne. Et c'est là où
Je voudrais bien qu'au niveau du conseil régional, ça soit quand même une chose qui soit un peu évoquée, parce qu'on a quand même deux gros sites en Bourgogne sur lesquels on ne peut absolument pas se servir, et ça, il faut le dire très fort. Tous les bois partent à l'étranger, donc il y a quand même un réel problème. Et dans la construction en bois, on est obligé d'aller se servir, nous, en Allemagne, voire plus haut, pour pouvoir avoir des bois qui ne soient pas trop augmentés aujourd'hui, parce que toute la filière bois a énormément augmenté. Les fibres de bois sont en train de prendre 6 à 8%. Les panneaux intérieurs OSB, à cause de ce qui se passe en ce moment en Amérique, sont en train de prendre entre 10 et 20% suivant les marques. Donc, si vous voulez, pour tous les devis que l'on a fait l'année dernière et qu'on a fait, si vous voulez, en fin d'année aussi, pour une réalisation début semestre, premier semestre de cette année, on a quasiment une marge brute qui baisse de plus de 6%. Donc, si vous voulez, il y a quand même matière à discussion. Il faudrait quand même que la fédération se penche sérieusement sur le problème et ne fasse pas que des rapports. Voilà ce que je voudrais bien dire sur nous. Oui. Parce qu'on a quand même un petit problème. Hein. La filière est en train de se développer. Il faut demander des explications. Faut demander, excusez-moi, il faut demander des explications à Provalbois. Hein. Je pense que là, non mais la logique. Tout simplement, il faut aller à la première transformation. Il faudrait mettre la première transformation autour d'une table et puis sérieusement discuter. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il est inadmissible qu'un sieur local aille vendre au plus offrant à l'étranger et laisse tomber ses propres, je dirais, ses propres entreprises sur le secteur. Ça ne peut pas tellement fonctionner comme ça, si vous voulez. Il faudrait quand même qu'on arrive à remettre tout ça dans le droit chemin. Ça serait bien. C'est malheureux, mais c'est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, cette situation, monsieur, vous faites bien de le rappeler, mais ouais. Mais bon, voilà, il y a des logiques économiques qui font que… Alors, c'est un peu aberrant, hein, quand même, hein, surtout là, sur le Douglas, c'est pour rien. C'est quand même… oui, surtout qu'on a la ressource, on a ressources de qualité, on a tout ce qu'il faut, quoi. Mais c'est quand même malheureux, effectivement. Ouais, voilà, c'est… Hein, je l'entends depuis des années, ce débat-là, entre la première et la deuxième, c'est… Bon, comme vous dites, hein, c'est… Il y a un tel décalage entre la réalisation aujourd'hui d'un projet où vous avez les architectes qui vont préconiser certains matériaux. Et lorsqu'on arrive à la phase réalisation, aujourd'hui, ces matériaux ne seront pas disponibles. Donc, si vous voulez, il faudrait quand même qu'on puisse compter sur la filière et qu'on puisse, si vous voulez, être sûr de ce qu'on préconise. Parce qu'il y a un moment, c'est pas parce qu'il y a une hausse du travail en ce moment, il y a une hausse de la filière bois énorme, qu'on devrait être capable d'anticiper au maximum cette hausse et de pouvoir travailler avec des bois locaux. C'est pas normal qu'on aille chercher des bois en dehors. Je ne comprends pas du tout cette démarche, quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai qu'on devrait créer des filières à l'instar de ce qui a été fait dans des filières agricoles, hein, des filières AOP, AOC, où effectivement l'amont l'aval s'est mis autour de la table et puis a su travailler intelligemment, alors pas tous, hein, mais a su travailler dans certains cas intelligemment pour que effectivement la valeur ajoutée soit bien partagée et répartie entre tous les acteurs. Et c'est ce qui devrait arriver au niveau de la filière bois. Mais bon, c'est… Mais ça au niveau du conseil régional, puisque vous êtes quand même, vous avez la puissance de frappe économique sur le sujet, et à Provalbois, vous connaissez quand même bien. Donc, vous connaissez le fonctionnement. Je pense que par rapport justement à la première transformation, vous pouvez aussi dire que vous allez avoir, que vous pouvez utiliser des moyens plus ou moins coercitifs, qu'on va appeler tout de même amicaux pour l'instant, en disant dans nos appels d'offres, on va demander effectivement, on va préciser qu'effectivement que ce soit bien des bois issus du Morvan par exemple, et que bien évidemment que les charpentiers qui utilisent ces bois tels que le Douglas dont on parlait tout à l'heure, dans l'ossature bois ou autre, eh bien puissent répondre avec ce label. Il faudrait un label qui soit imposé au niveau d'un appel d'offres. Et à ce moment-là, ils seraient bien obligés de vendre à un prix convenu à nos entreprises pour qu'elles puissent travailler. Il y a des moyens coercitifs amicaux, hein, entre guillemets, je les appelle coercitifs amicaux, mais je pense qu'il faut quand même, effectivement, c'est quand même pas tolérable d'aller chercher du bois en Finlande pour faire de l'ossature bois en France. Il ne faut quand même pas déconner, quoi, alors qu'on a la ressource. C'est complètement illogique.
C'est illogique. Si vous voulez, Et c'est vrai que ça fait un moment que ça dure, ça. oui, Ça fait un moment que ça dure. C'est pas nouveau. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Si vous voulez, nous, on nous demande de développer des produits régionaux. On est en train de développer plein de produits régionaux en ce moment, comme la boîte de carton, comme pas mal de choses, ainsi de suite. Mais il faut qu'on nous en donne les moyens, parce que quand on n'a pas les moyens, si vous voulez, de développer ça dans des prix de marché, parce qu'aujourd'hui, on va sortir d'un prix marché bientôt. Avec les augmentations qu'on a, on va plus être dans le prix marché, on va recommencer comme il y a quelques années en arrière, où on va sauter du prix marché, on va trouver des solutions qui vont être des solutions pas forcément adéquates. Si vous voulez, il y a un moment, quand est-ce qu'on va arriver à trouver de la stabilité dans notre secteur? Parce que ça serait quand même très important qu'on puisse avoir une région avec des éléments stables, si vous voulez, qu'on puisse construire durablement, quoi. Une entreprise a besoin de se projeter sur plusieurs années avec des prix fiables et sans avoir à faire le yo-yo, comme moi je fais en ce moment au niveau de mes prix de revient ou de mes budgets, c'est énorme. Avec des yo-yo à plus de 2 chiffres, quoi, c'est juste pas possible. Comment fait-on pour pouvoir arriver à gérer ça? C'est pas possible. Je suis obligé, si vous voulez, moi personnellement, d'acheter de la fibre de bois. Je commande mes camions, pour vous dire, à 9 semaines à l'avance, sans savoir ce que je vais pouvoir utiliser. Je les commande en Allemagne directement et je suis obligé d'attendre 9 semaines pour peut-être qu'on me veuille bien m'en livrer un. Voilà comment ça se passe. Et l'OSB, les panneaux OSB, c'est encore plus compliqué que ça. Si vous voulez, là, c'est la foire aux enchères. C'est-à-dire que à l'arrivée du fret sur les ports, vous allez directement, il y a des personnes qui vont faire de la surenchère directement pour les acheter là-bas et essayer de les amener chez eux. Quand on en arrive là, en France, il y a quand même un problème. Ça veut dire que toute la filière est plus ou moins démantelée et que si vous voulez, il n'y a plus rien qui correspond à plus rien, quoi. Donc, il n'y a plus d'éléments de régulation, effectivement. Donc, c'est juste pas normal, quoi. Il faudrait arriver à remettre tout ça correctement en place. Je pense qu'il serait grand temps de remettre les sieurs franc-comtois, je dirais, plus de l'autre côté du Morvan et ainsi de suite, et tous ceux qui sont en deuxième transformation au niveau du panneau, autour d'une table, et puis essayer de retrouver une filière qui tienne la route et qui soit dans la région qu'on en est. Parce que là, pour l'instant, on est complètement je dirais, les entreprises comme nous, ça les intéresse plus. Il y a tellement d'argent à faire ailleurs, si vous voulez, qu'ils vont les vendre ailleurs. Voilà. C'est vrai que ces difficultés, elles interpellent notamment à la lumière de l'évolution de la réglementation environnementale qui arrive, qui va généraliser normalement la construction bois au logement individuel à partir de 2023. On se demande bien comment on va faire. Ah ben là, ça va être une fois. Je n'arrive pas à déterminer les choses encore. Moi, je vous dis franchement, je vois pas du tout. C'est trop artistique. Et c'est fait sans grande concertation. Nous, on l'a répété, c'est fait sans concertation. C'est-à-dire qu'on bouscule totalement une filière constructive. Auparavant que la filière qu'on veut promouvoir a bien la capacité de produire. Il y a un vrai sujet, quoi. Et j'ai des doutes. En commençant par avoir un prix de matière première convenable. C'est surtout ça. Il faudrait avoir une part de la production, donc matière première, qui soit consacrée à un pourcentage qui soit consacré à la production, justement à la deuxième transformation. Et il faudrait que ce soit sécurisé. Donc sinon, c'est pas jouable. La surenchère, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un commerce qui est parfaitement libre, mais il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut du circuit court, soit on veut développer effectivement dans le système constructif le saturbois. Bon, parce que ça fait des années qu'on en parle. Je me rappelle du discours du Premier ministre à l'époque, c'était M. Villepin, qui disait demain, nous, on envisage 8% du bois dans la construction. Bon, effectivement, aujourd'hui, les objectifs sont bien supérieurs à tout cela, puisque ça correspond effectivement à tout ce qui est gaz à effet de serre et autres. Mais je veux dire, c'est gaz carbonique, pardon. Donc, mais néanmoins, on assiste en fait aujourd'hui à des marges, à une tentation de faire des marges outrancières, et ce sont les gens qui mettent en œuvre ensuite, enfin qui achètent cette matière première pour la transformer et pour rentrer dans le circuit, je dirais, écologique de la construction, qui sont fortement pénalisés. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas rester sur une situation pareille. Plus simple que ça. Comment vous expliquez que dans votre région, vous avez 2 usines de Douglas qui tournent à 100% et qui font un train complet de nuit qui part à l'étranger par semaine, alors que nous, on n'arrive pas à avoir un morceau de bois, même en allant le chercher, quoi. Expliquez-moi, c'est tout. C'est pas de politique, hein.
Je suis juste C'est très terre à terre. des réalités économiques, hein. Oui, oui, tout à fait. Moi, ouais. Seulement, nous, on ne peut pas en avoir un morceau de bois. Hein. C'est quand même grave. Hein. Le mélèze, on va le chercher en Russie, hein, je vous le dis aussi. Oui, Ah oui. Hein. Ah non, c'est Ah vrai oui. que effectivement. sa disposition. Et puis, ouais. Vous avez vous faire tous les appels d'offres que vous voulez en disant mon indice carbone, étant donné que quand vous faites des appels d'offres, vous faites des demandes de prix pour locaux normal, donc vous avez forcément un indice carbone qui va baisser puisque vous achetez dans vous inscrivez vos scieries locales qui vous répondent d'ailleurs. Et seulement quand on est en phase réalisation et qu'on a besoin de la camelote, il n'y a plus personne. Donc si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. L'empreinte carbone, c'est même pas, c'est complètement fou. Ça ressemble pas à grand chose, quoi, si vous voulez faire ça. Ça ressemble pas à grand chose. Il faut forcer les locaux à vouloir vendre aux entreprises locales. Et à partir de là, je pense que on aura forcément. Voilà. Ça me paraît, attention, ça me paraît. Il faut pas trop traîner. Enfin, pour moi, il faut agir assez vite parce que vu l'ampleur et je dirais la détermination que la position que le bois va prendre dans la région, là, il faut vraiment prendre le problème, je dirais, assez sérieusement. Parce que là, on va dévier très rapidement. Très, très rapidement. Voilà. Excusez-moi de vous avoir... ça me tenait à cœur, c'est ça. C'est bon, puis, on va... je vais relayer cette information. Et puis, bon, c'est vrai que, comme je vous disais, hein, ce débat, on l'a depuis... je l'entends depuis quelques années, mais c'est vrai que là, les éléments que vous donnez en termes de chiffres, de progression de coûts matière, c'est énorme. C'est vrai que la CAM, ça risque de... Complètement. Complètement. Et si vous voulez, ça met en péril certains projets, même déjà en ce moment. Voilà. Voilà. Merci en tout cas pour votre témoignage. Très bien. En tout cas, merci. Hein. Merci à vous. Merci. Et puis, je sais pas, s'il n'y a plus de questions, bonne fin de journée. Voilà. Allez, au revoir. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au plaisir. N'hésitez pas à nous interpeller. Merci. Au revoir. À votre disposition. Au revoir.